Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour agir. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Journaliste, écrivain, cinéaste, réalisateur, animateur radio, présentateur de journal, patron de presse, fondateur avec Vincent Bolloré de Direct 8, et depuis quelques temps, tous les dimanches soirs sur C8, à 23h, l'essentiel chez Labro. Les amis, vous l'aurez compris, aujourd'hui, mon invité est l'immense homme de médias, enveloppé par un regard pertinent et pétillant, Monsieur Philippe Labro. Philippe Labro, bonjour, bonjour. Bonjour, on enlève déjà l'adjectif immense. Immense. Je suis pas plus immense qu'un autre. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Merci beaucoup de m'accueillir. Et je voudrais commencer tout d'abord par une citation du philosophe Bergson, qui soulignait « Ce que je fais dépend de ce que je suis. Je suis dans une certaine mesure ce que je fais et je me crée continuellement moi-même. » Pas mal. Et vous, Philippe Labro, qui êtes-vous ? Je suis un garçon qui a été toujours animé par la curiosité, porteur d'une très grande énergie, d'un goût démesuré pour l'éclectisme, c'est-à-dire essayer un certain nombre de moyens d'expression, d'un des seuls véritables dons, enfin talents que j'ai pu avoir, parce que j'étais plutôt très mauvais à l'école et au lycée, qui est celui de l'écriture, de l'expression à la fois écrite et verbale, et habité aussi, pour des raisons d'ordre familial, troisième d'une fratrie de 4 garçons, par le besoin et la pulsion absolue d'être reconnu, non pas par le grand public, mais par mes aînés. J'ai passé une très grande partie, en tout cas de ma jeunesse, et même un peu plus tard, de faire des choses, des bouquins, des films, tout ce qu'on veut, en pensant qu'est-ce qu'ils vont en penser, qu'est-ce que mon aîné va en penser. Mon frère aîné, qui malheureusement a disparu, Jean-Pierre, a été pour moi une sorte de sommet d'une pyramide que je voulais atteindre. Tout ça, résumons-le, pour répondre à votre question, qui suis-je ? Qui suis-je ? Où vais-je ? Dans ce monde en litige, comme disait Guy Béard. Je suis simplement quelqu'un qui s'exprime, qui aime beaucoup la compagnie des autres, qui est curieux de tout ce qui se passe. Je repose beaucoup sur une phrase très jolie de Paul Valéry qui dit « J'ai beau faire, tout m'intéresse ». Excellent. Très belle phrase. Pour vous, non pas comme les autres vous voient, mais pour vous, quelle est votre plus belle qualité ? Je crois que c'est la curiosité, que c'est le désir de s'exprimer. C'est pas une qualité, c'est une pulsion, c'est un instinct, c'est une intuition, c'est un besoin. Mais vous savez, c'est très difficile quand vous commencez à poser une question à quelqu'un qui vous dit quelle est votre plus belle qualité. Moi, j'ai rien de beau, je suis très humble par rapport à moi-même et très insatisfait de ce que je fais. Et d'ailleurs, si je suis insatisfait, c'est aussi pour ça que je fais beaucoup de choses différentes les unes des autres. Donc la qualité centrale, c'est sans doute, encore une fois, on en revient à le goût profond de l'expression, la curiosité des autres et du monde. J'ai toujours voulu parcourir le monde, comme le merveilleux poème d'Apollinaire. Si j'avais 4 dromadaires comme Don Pedro d'Alfaro Berra, je parcourrais le monde et je l'admirerais. Voilà. Donc, voilà, vous avez affaire à un garçon qui s'est beaucoup baladé, qui a vécu beaucoup d'expériences et qui considère que cette somme d'expériences aujourd'hui lui apporte un semblant de sagesse. Philippe Labro, vous êtes un grand homme de médias. Quelle est, selon vous, la force et la faiblesse des médias ? La force, elle est évidente. Une grande partie de l'opinion est accrochée à ce que disent et ce que font et ce que proposent les médias, d'autant plus que nous sommes dans une époque, moi j'ai connu une époque où il y avait simplement une chaîne de télévision, une radio et puis des journaux. Aujourd'hui, dans une époque où on est tout simplement bombardé d'informations et d'images, à un point tel que, selon moi, le temps de la réflexion
Et le recul sur ce qu'on nous propose, ce que l'actualité nous propose, n'est pas suffisant. Donc la force des médias, c'est qu'ils nous instruisent, ils nous tiennent au courant de tout. Ils captent l'air du temps, qui est une grande expression selon moi, l'air du temps. L'air du temps, ça veut tout dire. Ils le captent et ils le diffusent. Alors, ils n'expliquent pas tout, ils ne reviennent pas sur tout, bien souvent ils ne font que rapporter. Et c'est à nous, selon moi, c'est à l'être humain, à prendre le temps nécessaire pour un petit peu se détacher de ce bombardement et opérer une certaine réflexion. C'est très bien le comment des choses, mais ce qui compte, c'est le pourquoi. Et dans ce pourquoi, alors pourquoi les médias? En fait, à quoi sert un média? Le pour faire quoi? Le média, je viens de vous le dire, sert à informer. Informer. Nous sommes dans le monde de l'information, de la communication. La mondialisation a encore plus augmenté cela, mais c'est surtout, bien évidemment, les accessoires modernes. C'est-à-dire les portables, les réseaux sociaux, l'électronique, tout ce qu'on veut. Twitter, Instagram, machin, qui n'existait absolument pas lorsque moi j'étais petit garçon, même quand j'ai commencé mes débuts dans le journalisme. C'était beaucoup plus simple. Il y avait un média, un organe, pas plus. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent à la population, à l'opinion publique, un vaste compas d'événements, de faits, de chiffres, d'images, mais encore une fois, sauf certains bien sûr, ils ne proposent pas forcément l'explication de ces faits, ces chiffres et ces images. Il nous revient à nous, justement, d'essayer de réfléchir, et il revient à certains médias, parce qu'encore une fois, il faut bien voir qu'il y a toutes sortes de médias. Oui. Il y a le média de l'impulsion, de l'expéditif, de l'événementiel pur, de l'instantané, et puis il y a le média du recul, de la réflexion. Mais alors, est-ce que, pour reprendre les mots de Jim Morrison, il souligne que les médias contrôlent les esprits. Selon vous, les médias contrôlent-ils les esprits? Non, je ne pense pas. Mais ils peuvent les influencer, mais ce n'est pas un contrôle. On n'est quand même pas, encore une fois, dans 1980, dans Orwell et dans Big Brother. Arrêtons. On peut y arriver, Intelligence artificielle, tout ça, toutes sortes d'événements et d'éléments qui peuvent essayer de vouloir nous contrôler, mais je ne pense pas. Il faut conserver, l'individu doit conserver son indépendance d'esprit et sa capacité pour lui-même de réfléchir et de conclure. On ne peut pas toujours conclure. Flaubert disait, conclure signifie une bêtise. Parce qu'il pensait que ça limitait tout. On ne peut jamais conclure. Aucun des philosophes que nous fréquentons, des écrivains depuis des siècles, n'a véritablement conclu. Ils nous ont tous proposé quelque chose. Sophocle, Aristote, Hegel, Kant, Montaigne, Montesquieu, Voltaire, Mauriac, Proust, Kafka. C'est extraordinaire ce qu'on nous a proposé. La richesse de la création universelle. Il faut s'en nourrir et en sortir une échelle de valeur, un comportement et un peu d'expérience. Et vous pensez que cette création, finalement, cette créativité, des valeurs que les grands auteurs dont vous avez cité à l'instant, pensez-vous que cette richesse de valeurs soit encore présente? Alors c'est toute la question, la question parce qu'on observe malheureusement, et les chiffres sont là, les statistiques le montrent, ce qu'on peut appeler une acculturation, une perte de la culture, une indifférence à la culture, un recours à l'expéditif, aux 4 mots qui tout d'un coup, soi-disant, expliquent tout, à la déconcentration des choses, à une impossibilité de rester trop longtemps concentré justement sur un événement ou une réflexion, et selon ce qu'on nous dit, dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, une perte de l'orthographe, une perte de la connaissance des choses, de ce qu'on appelait autrefois la culture générale. C'est ce qui est le plus intéressant, c'est la culture générale. Ça veut tout dire. Eh bien, je crains, je ne suis pas le seul, c'est tous les jours des éditorialistes qui en parlent, qu'on assiste à, non pas un déclin, mais un glissement, pas forcément vers le haut.
Alors c'est intéressant la réflexion que vous portez sur la culture. C'était une question que j'avais prévu de vous poser. Quelle est la définition de la culture que vous donnez? Ma première question. Et ma seconde question, pensez-vous et comment expliquez-vous le déclin de la culture que vous venez d'évoquer à l'instant? Ben, la culture, encore une fois, c'est vaste, hein. Ça peut aller d'une connaissance de la musique, la peinture, de la sculpture, un intérêt pour la poésie, pour la littérature, pour le cinéma, le théâtre, la chanson, la musique. Vous vous rendez compte de l'extraordinaire offre, l'extraordinaire cadeau que nous font les créateurs depuis des siècles. C'est ça la culture. C'est un cadeau fait à l'être humain qui lui n'est pas forcément un créateur, un créatif, de rêver, imaginer, comprendre, réfléchir, se distraire. Okay. Voilà. Pour moi, c'est ça la culture. Alors, pourquoi apparemment ce vaste cadeau, cette fortune qu'on nous apporte, est en train de, non pas disparaître, mais peut-être un peu de se dissoudre et de se disséminer et de s'affaiblir, de s'amoindrir? Je crois que ça revient encore une fois, malheureusement, à la technologie. À partir de l'instant où on a inventé des accessoires qui réfléchissent à votre place, qui vont vite, qui permettent des échanges qui ne sont pas forcément des échanges de réflexion, mais de sentiments, de choses, d'événements. Instagram, TikTok, machin, Twitter, tout ça, c'est à la fois certainement, pour certains, utile. Wikipédia, Google, tout ce qu'on a inventé, tout ce que l'être humain invente depuis maintenant, je ne sais pas, 30, 40 ans, est à la fois, certes, utile, mais peut être dévastateur pour le maintien disons, d'un tapis culturel. Est-ce que alors vous pensez avec cette nouvelle technologie que les jeunes d'aujourd'hui, les étudiants, l'utilisent mal? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas parmi eux, je ne suis pas dans les rangs des étudiants à la Sorbonne ou ailleurs, il faut voir comment ça se passe, je ne sais pas s'ils l'utilisent bien ou mal. Ce que l'on constate, c'est pas moi, hein. Ce sont des sondages, ce sont des réflexions, des études, des reportages, des interviews, c'est qu'il y a un affaiblissement du corpus culturel. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que c'est un cycle? Est-ce que ça va se calmer? Est-ce qu'on va revenir à autre chose? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a une loi de l'entropie, hein, qui est parallèle avec la loi de Darwin, hein, c'est une évolution. Est-ce que l'évolution de la richesse culturelle et de l'activité culturelle et de la valeur de culture va vers le haut ou vers le bas? Je ne sais pas. Je ne suis pas prophète, je ne peux pas juger de ce qui se passe dans le monde, mais je vois bien, ayant vécu de longues décennies qui sont passées du manque de télévision, par exemple, à aujourd'hui des milliards d'images, qui sont passées du manque de son, de musique et de radio à aujourd'hui toutes les offres, je vois bien néanmoins que trop c'est trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Il me semble. Sauf que, encore une fois, il faut être réaliste. C'est comme ça. C'est le cours de l'histoire. Alors, l'histoire de l'humanité, elle va vers où? Est-ce qu'elle va vers des cerveaux qui penseront à notre place? Est-ce qu'elle va vers des robots? Est-ce qu'elle va vers ce nouveau système, je ne sais pas comment ça s'appelle, chat quelque chose, qui écrit des pièces à notre place? Je ne sais pas. J'ignore tout cela. Et je ne tiens pas tellement à rentrer dedans parce que moi, chat machin, ça ne me plaît pas du tout. Et je pense que c'est grotesque. Ça ne peut pas remplacer le moins talentueux des écrivains est plus intéressant selon moi que cette machine artificielle qui écrit à notre place. C'est hyper intéressant ce que vous dites, Philippe Labro. Vous parlez des immenses écrivains. Vous êtes un très talentueux écrivain pour avoir publié plusieurs dizaines d'ouvrages. Je voudrais revenir sur le livre. Quelle est la force d'un mot? La force d'un mot ou d'un livre? D'abord d'un mot. Nous vivons par les mots, hein, grâce aux mots. Les mots nous amènent à l'échange. Oublions même la lecture. Là, je suis en train de prononcer des mots. Ces mots-là vont vers vous. Votre cerveau, vos neurones, vos logiciels, comme ils disent aujourd'hui, les enregistrent, les interprètent. Donc le mot, c'est majeur. Le mot, c'est la vie. Hein. Ce sont les choses de la vie. Voilà.
Alors, je ne sais pas quelle est votre deuxième question. Et la force du livre? La force d'un livre, c'est clair, on le sait bien, ça peut vous faire pénétrer dans un autre univers, ça peut vous émouvoir, vous faire réfléchir, ça peut vous provoquer dans votre imagination d'autres événements, d'autres récits que celui auquel vous êtes attaché. Vous pouvez aussi vous identifier à l'héroïne, au héros, au personnage. Cette qualité d'un grand livre, c'est qu'il a une force universelle, c'est que aussi bien en Amérique du Sud qu'au Japon, en Italie, en France, un bouquin de Camus, un bouquin de Mauriac, un bouquin d'Hemingway, Fitzgerald, a une telle force, une telle vigueur, une telle énergie, une telle originalité que ça vous transporte. Le livre transporte. Le livre est un des grands véhicules, disons, non pas de la distraction, ou alors distraction au sens le plus profond, le plus sérieux du terme. On rigole pas. En même temps, on peut rigoler. Il y a des livres très drôles, il y a beaucoup d'humour, quelque part. Mais le livre, pour moi, d'abord, c'est un bel objet. Moi, je suis contre le livre sur tablette. Je ne supporte pas ça. Les machins, les Kindle et tout ça, ça me fait rigoler. Parce que je l'ai entre les mains, il y a des mots, on peut revenir en arrière, vous prenez votre crayon, vous soulignez des phrases qui vous ont plu, vous écornez la page, le lendemain matin, vous retrouvez pourquoi l'ai-je écorné, qu'est-ce qui s'est passé, vous revenez au livre. Vous avez une vie de couple, pratiquement. Vous faites l'amour avec un livre. Et le livre vous envoie de l'amour. Il y a une proximité... C'est plus que ça, c'est une pénétration de votre esprit. Un bon livre, un livre fort, un livre important, un livre différent, original, peut parfois changer une vie, peut faire réfléchir quelqu'un en disant tiens, après tout, pourquoi n'irais-je pas dans cette direction? Pourquoi n'essaierais-je pas d'être comme tel ou tel des héros et des héroïnes que j'ai lus? Et puis ça vous exalte. Écoutez, tout le monde parle en ce moment parce qu'il va y avoir un nouveau film, une nouvelle version, il y en a déjà eu des milliers, des Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, Dumas, c'est un génie, Dumas. Il raconte quelque chose. On part d'un endroit pour arriver à un autre. Et pendant ce voyage, cet itinéraire, il se passe des choses, les gens se transforment, et ils vous transforment. Je suis complètement convaincu que des grands écrivains comme Balzac, bien sûr, Dumas, Maupassant, Flaubert, ont modifié un certain nombre d'existences. Mais alors, quel lien ou quel rapport ou quelle différence faites-vous entre le livre et le cinéma? Vous qui êtes cinéaste, un film, vous parlez de cette relation de proximité, d'amour avec un livre. Ouais. Pouvez-vous en faire de même avec un film? Bien sûr, le cinéma a une force, une magie inouïe. Ne serait-ce que le simple principe, parce qu'on peut voir ça maintenant sur des écrans, machin et tout, mais le simple principe d'aller dans une salle obscure, de s'asseoir avec des inconnus qui sont vos frères et vos sœurs, qui sont des êtres humains, pour, sur un immense écran, voir débarquer de l'émotion, de la violence, de l'humour, de la psychologie, de l'invention, du rire, d'une espèce de prise en main de votre être, pratiquement aussi puissante, et parfois même plus que celle d'un livre. C'est exceptionnel. Le cinéma, c'est pas par hasard qu'on l'appelle le 7e art. C'est un art. Bon, c'est l'art de vous faire sortir de vous-même, de vous raconter, de vous exposer, de vous faire illustrer un moment d'une vie, un moment d'une époque, une guerre, un amour, un manque, un accident, une tempête même dans les crânes. Certains des plus beaux films qu'on a vus se passent simplement dans une chambre. Vous voyez, il n'y a pas besoin de monter dans les bateaux et traverser l'océan. Il y a tout. Le cinéma, quand on réfléchit, moi je suis un grand cinéphile. Alors, j'ai moi-même mis quelques films en scène, mais je suis un amoureux du cinéma. J'ai une cinéphilie incroyable. Alors, franchement, on peut pas m'attaquer là-dessus. J'ai un ou deux copains comme moi, on passe notre temps à discuter de tel film des années 30, 40, tel acteur, tel auteur. Bon. Pourquoi? Parce que c'est une culture, là encore. C'est une grande culture. Et c'est la vertu majeure, on va essayer de se résumer, c'est que ça vous transporte ailleurs. Vous n'êtes plus dans le réel. 2 heures d'un film de Spielberg, de Renoir, d'Hitchcock, de Hawks, de Truffaut, de Fellini, de qui vous voulez. Si vous faites la liste, Francis Ford Coppola, Kubrick, moi j'ai une vénération pour Kubrick. Si vous faites la liste, Melville, qui a été mon mentor et mon maître, il y a pour moi une centaine
une bonne soixantaine de personnalités du cinéma, metteurs en scène, réalisateurs, le mot réalisateur, on réalise, C'est ça. un filmmaker en Amérique, on dit quelqu'un qui fait un film. Director aussi, c'est quelqu'un qui dirige, parce qu'il y a la direction d'acteur. Il y a chez ces gens-là, encore une fois, c'est le cadeau majeur. Hein. Moi, j'ai vu récemment le nouveau film de Steven Spielberg, qui s'appelle Fabelman. Dieu sait que quand je vois un film, malheureusement, je le regarde avec l'œil de qui en a fait lui-même, et qui donc n'est pas dupe d'un certain nombre de choses. Il se dit, tiens, là, il a pris cette caméra pour ceci, cela. Ah, c'est un travelling. Bon, pourquoi il a monté là? Ah, s'il a coupé plus tôt, ceci. Bon, malheureusement, parfois, j'ai le regard de celui qui sait. Mais quand c'est fort, quand c'est brillant, quand vous êtes pris, on oublie qu'on a soi-même fait des films. Et là, l'autre soir, quand j'ai vu Spielberg avec ma femme, on est allé voir ce film. C'est remarquable. Remarquable. Mais alors, quelle est cette... entre le livre et le cinéma, vous êtes un très grand cinéphile, cette conception temporelle qu'il y a peut-être dans un film qui n'est pas la même conception que dans un livre. Ah ben, ça n'a rien à voir. Et alors, quelles sont les, Ça n'a rien à les voir. différences? C'est plus physique. Je crois que le cinéma, c'est plus physique. Vous en prenez plein la gueule, comme on dit familièrement. Hein. Vous le recevez comme ça. Hein. Ça arrive dans vos yeux, dans votre tête. Hein. Voilà, ça vient vers vous, ça déferle. C'est comme un torrent. Parfois, ça peut être aussi une rivière très calme. C'est physique. C'est les possibilités, les réactions que l'on peut avoir lorsqu'on regarde des films, elles sont multiples, elles sont quelque part. C'est pas si loin que de la musique. La musique, c'est pareil. Oui. Et ça ne s'explique pas. Céline Bizache, pardon, le chef d'orchestre et compositeur, disait la musique ne s'explique pas. Tu la reçois, un point à la ligne. Et à partir de l'instant où on l'a reçue, ben, on est ailleurs. Alors, finalement, entre le film et le livre, Ouais. le film, en fait, comme vous dites, on reçoit les images. Le livre, on crée peut-être les images à travers les mots. Quelle est la force dans le film? Quelle est la force de l'image impactant dans le cerveau? Primordial. La couleur, ou même le noir et blanc. Moi, j'adore les films en noir et blanc, parce que la lumière est toujours remarquable. Vous entrez dans un univers. Vous êtes ailleurs. Vous êtes chez des gangsters, vous êtes chez un prêtre, vous êtes sur un front de guerre, vous êtes dans une tranchée, vous êtes au bord d'une plage. C'est inouï. C'est un dépaysement permanent. Oui. Il y a un exotisme du cinéma. Encore une fois, il vous emmène ailleurs. Le livre aussi, mais n'essayons pas. La musique aussi. Ça ne sert à rien de comparer. On ne peut pas comparer ces arts. On peut simplement dire c'est 3 ou 4 grandes activités artistiques fournissent sans doute à l'être humain le bonheur qu'il ne trouve pas forcément dans un travail pénible ou dans une vie quotidienne avec tous les soucis de la vie quotidienne. Le bonheur, la satisfaction, l'émotion, la colère. Mais encore une fois, je compare ça à la force aussi de la musique. C'est encore plus fort selon moi la musique d'ailleurs. Je pense que quand elle vous pénètre, moi je suis un grand mélomane, j'adore Chopin, Beethoven, Mozart, Schubert, Schumann, tous. Malheur. Bon. Quand ça vous pénètre, là encore une fois c'est inexplicable. Et c'est totalement universel. Comme l'image. C'est ça. Oui, l'image d'un film, ça marche aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'en Indonésie, que dans le Limousin. Ok? Et bien la musique c'est pareil. C'est le langage universel international. Philippe Labro, je voudrais terminer la dernière partie de l'interview par une de vos passions, une de vos professions, le journalisme. Vous êtes un homme de médias. Tous les dimanches soirs, nous vous écoutons sur C8. Bernard Pivot soulignait que le journaliste est un interprète de la curiosité publique. Tous les dimanches soirs, vous recevez sur votre plateau des personnes faisant l'actualité, etc. Quelle est, selon vous,
la force de la rencontre. Qu'est-ce qu'une personne humaine pour vous et en quoi vous intéresse-t-elle ou vous permet-elle je dirais, d'avoir une curiosité encore plus approfondie? Vous recevez un écrivain, vous avez lu son livre, vous avez noté 2-3 choses. Il est là. D'abord, il existe. Hein. Il est physique, il a un regard, il a des yeux, il a des mains. Une femme, pareil. Vous avez envie d'en savoir un peu plus. Et ça démarre une sorte de dialogue. C'est ça que j'adore faire dans mon émission. Et comme j'ai toujours l'obligation, c'est ma consigne, d'avoir 2 hommes, 2 femmes, et chacun une activité différente, théâtre, cinéma, musique, littérature. Mon idée, c'est de faire en sorte que ces 4 personnalités, au milieu desquelles je suis, un peu comme un arbitre ou un animateur, échangent, que ça traverse, que d'un seul coup, la sensibilité de cet homme face à celle de cette femme fabrique un dialogue, fabrique quelque chose qui n'existait pas avant. On fabrique une sorte de petit événement. C'est pas majeur, ça ne va pas changer la face du monde, mais c'est la richesse humaine. C'est ça la vie. La vie, ce sont des échanges, ce sont des rencontres, c'est des rendez-vous, c'est du hasard. Très souvent dans les émissions que j'ai la chance d'animer et de préparer avec mes collaborateurs, je ne suis pas seul, vous pensez bien, je ne fais pas tout seul, on se rend compte à la fin de l'émission qu'au fond, ils sont tous heureux d'abord parce qu'ils se sont parlés, ils ont pu s'exprimer, on ne les interrompt pas beaucoup, j'essaie de faire en sorte d'être toujours un petit peu comme ça, il n'y a pas de pub, enfin il y a un passage publicitaire à un moment donné, mais il n'y a pas de public qui applaudit, on ne balance pas des musiques à la con, et on a le temps. On a le temps. Ça dure 52 minutes, cette réunion. C'est une réunion. On unit des personnalités différentes, parfois contradictoires, et néanmoins, le point commun, l'universel, c'est elles ont tous créé quelque chose. Et leur échange, leur regard, leur rire, font que nous avons, nous, qui avons fait l'émission, une sorte de satisfaction, peut-être provisoire, et pas prétentieuse, qu'on a fabriqué un moment d'humanité. Vous savez, il y a un phénomène très intéressant, c'est qu'à la fin de l'émission, ils ne veulent pas partir. Ils parlent entre eux. Ils se sentent bien. Ils échangent leur téléphone, leurs adresses. Ah, finalement, j'aimerais bien te revoir, tout ça. Vous êtes vraiment, donc, je dirais, au carrefour des consciences. Albert Camus dit que le journaliste, c'est la conscience d'une nation. Est-ce que vous prétendez, avec humilité, être la conscience des personnes que vous réunissez? Je ne suis qu'un rassembleur. Dans cette émission-là, quand j'écris un livre, j'écris. Quand je fais un film, je le fais. Mais dans une émission culturelle, multiculturelle, on est des passeurs, la fameuse expression passeur. C'est ça. On traverse. C'est comme à Venise, où vous montez sur un petit bateau et vous traversez. Voilà, donc on est des traverseurs. Dernière question, Philippe Labro, êtes-vous heureux? Écoutez, quand vous avez vécu tout ce que j'ai vécu, quand vous avez la chance d'être très aimé, je suis entouré de beaucoup d'amour, une femme avec qui je vis, ma femme, depuis plus de 45 ans, quand vous avez des enfants que vous aimez, dont le destin est plutôt positif, et qu'ils ont fait des enfants, qui deviennent donc mes petits-enfants, vous ne pouvez pas dire que vous êtes malheureux. Mais l'expression « êtes-vous heureux ?» c'est un peu vaste, mon vieux, parce que je me souviendrai toujours du général de Gaulle, qui est une de mes idoles, comme à tout le monde, une de mes icônes, avec Churchill. Un jour, quelqu'un dit au général de Gaulle, « Vous êtes heureux, mon général ?» Il dit, « Vous ne me prenez pas en con ?» Alors, attention, c'est du de Gaulle dans le sucre, mais pur sucre. Mais ça veut dire, rigolons pas, il y a des moments de bonheur, il y a des épisodes de bonheur. Mais Yourcenar, cette grande écrivaine, disait, la vie, c'est pas une ligne droite. Ça monte, ça descend, il y a des chutes, il y a des fractures. Donc il y a des moments de bonheur, il y a des moments où, oui, je suis heureux. Mais ils ne sont pas aussi fréquents que ça. Oui, c'est comme ça, oui. comme ça. Mais ça serait tragique d'être tout le temps heureux. Oui,
Ce serait la béatitude permanente amène, à mon avis, à l'inertie intellectuelle. Oui, c'est vrai. Et à tous les milliers d'étudiantes et d'étudiants qui vous regardent aujourd'hui, quel message d'espérance pouvez-vous leur apporter dans ces moments difficiles peut-être qu'ils vivent? Lisez, lisez, continuez de lire, ne négligez pas la lecture. Écrivez, essayez d'avoir une pensée construite, être capable d'exprimer sa pensée. Ne négligez pas les cultures de base et croyez en vous-même. La vie est courte, la vie est un miracle. Réfléchissez à l'idée que c'est un miracle. On fait ça en faisant du relativisme. Relativisons. Nous sommes, nous, dans un pays en ce moment, en France, où oui, il y a toutes sortes de crises, toutes sortes de problèmes, tout ça et tout, mais réfléchissons. À 3 heures ou 4 heures d'avion de chez nous, il y a des gens qui meurent, il y a des enfants qui meurent, il y a une guerre atroce. Donc, essayons de nous situez-vous par rapport au reste du monde. Et demandez-vous, faites le compte de vos chances. Voilà ma phrase clé. Tu te lèves le matin, tu fais le compte de tes chances. Magnifique. Merci Philippe Labro de m'avoir reçu. Je vous en prie. Merci infiniment et permettez-moi de terminer par une citation de Gilbert Cébron qui vous caractérise à mon sens beaucoup, puisqu'il souligne il y a 2 sortes de journalistes, ceux qui s'intéressent à ceux qui intéressent le public et ceux qui intéressent le public à ceux qui les intéressent. Et la seconde, ce sont les plus grands. Vous faites partie de ces plus grands journalistes. Non, n'exagérons rien. Cesbron est un très bon écrivain. Oui, très bon. Ouais. Un peu, aujourd'hui, un peu disparu, malheureusement. La postérité des écrivains, c'est quelque chose de compliqué. Hein. Mais à une époque, Cesbron a eu beaucoup d'importance. Hein. Et je le lis, moi, régulièrement. Et il a effectivement des aphorismes comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, des formules. Elles valent ce qu'elles valent, mais c'est pas idiot ce qu'il dit. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment merci. Les amis, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Ciao, ciao.